Est-ce que vous voulez 3 histoires d'horreur bien flippantes? Alors oui, vous êtes au bon endroit. Ce soir, on va vous parler d'un homme infréquentable aux croyances plus que douteuses qui va finir par péter un câble tout simplement. Vous allez voir, c'est terrifiant. Mais c'est pas tout, on va aussi vous parler paranormal. Donc la commu, on a besoin de votre avis en commentaire. Qu'est-il vraiment arrivé à notre protagoniste dans la deuxième histoire? On a besoin de savoir. En plus de ça, on va répondre à tout le monde, donc vraiment n'hésitez pas à commenter. La troisième histoire, on vous dit rien, on va vous laisser découvrir. Juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ce soir, si on dépasse la barre des 1000 likes, on vous sort un iceberg de l'horreur. Voilà, on sait que vous kiffez ça, donc on le fera. Maintenant, mettons-nous dans l'ambiance et commençons avec la première histoire. J'espère que vous êtes prêts parce que l'histoire que je m'apprête à vous raconter, je vous préviens, elle est vraiment diaboliquement flippante dans le premier sens du terme. Mais d'abord, on va revenir un peu dans le passé, soit plus exactement, il y a pile poil 40 ans. On est en 1984 à Northport et pour les personnes qui ne sont pas vraiment férues de géographie, c'est à quelques heures de New York en gros. C'est là-bas que vit le jeune Ricky Kasso qui, vous allez très vite vous en rendre compte, n'est pas un gamin ordinaire. À seulement 17 ans, il a déjà complètement abandonné l'école, il a coupé les ponts avec tous les membres de sa famille et la plupart du temps, il ne fait que traîner dans la rue. Son quotidien, dormir dans des voitures abandonnées, prendre beaucoup, genre vraiment beaucoup de drogue. Et ce qui va nous intéresser ce soir, il va plonger la tête la première dans l'univers du satanisme. Et en fait, au bout d'un moment, il est carrément à fond dedans. Et bien évidemment, sinon c'est pas drôle, il n'est pas du tout seul dans son délire, il y a tout un groupe qui est quand même assez soudé avec lui. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir, ce petit groupe de potes fans de Satan porte même un nom, les Knights of the Black Circle, donc les chevaliers du cercle noir. Et clairement, c'est pas le genre de groupe de potes qu'on a envie de croiser quand on rentre chez soi à minuit, pas du tout. Parce que lorsqu'ils sont ensemble, et où qu'ils soient d'ailleurs, ils écoutent de la musique à fond sans se soucier du voisinage, ils sont vraiment pas très respectueux. C'est vraiment la groupe de potes de petits cons quoi. Et évidemment, pour continuer dans les clichés, même si bien sûr on pense à vous les fans de heavy metal, ils n'écoutent absolument que ça avec leur enceinte à fond. Mais malgré tout ça, parce qu'il faut quand même le souligner, ce sont des grands lecteurs. Mais pas de n'importe quel genre de lecture, parce qu'ils vouent littéralement un culte à la Bible satanique d'Anton LaVey. Bon, en résumé, ça fait quand même un sacré package, ils sont vraiment à fond dans le délire, mais Ricky est quand même un peu plus à fond que le reste du groupe. Par exemple, quand toi ou moi on s'ennuie, on va au cinéma, on va se promener le long d'un lac où on lance une game de League of Legends, mais Ricky, lui, quand il a rien à faire, il va dans des cimetières pour voler des ossements, voilà. En vrai, vu ce quotidien et vu dans cette pièce sombre dans laquelle on vous raconte cette histoire, vous imaginez très bien que rien ne peut bien finir. Petit rappel, Ricky consomme énormément de drogue, et de tout genre d'ailleurs, et justement, c'est autour de ce sujet qu'il va un jour s'embrouiller avec un pote à lui. Apparemment, son pote Gary Lowers, qui a également 17 ans, lui aurait volé des substances illicites. Et ça, dans ce milieu, ça passe pas. Bon, étant donné leur relation, Ricky décide de laisser passer pour cette fois, mais même, il y a quand même quelque chose qu'il y a au fond de lui, une espèce de rancœur. Et un fameux soir, Ricky propose à son pote Gary de faire une petite sortie dans les bois d'Astakea, un coin complètement paumé près de Northport. Et dans la foulée, il invite également 2 autres potes à lui, Jimmy Troaino et Albert Quinones. Et au début, tout commence comme une vraie soirée entre potes qui est classique. Ils allument un feu de camp, ils racontent leur vie, et ils prennent aussi pas mal de substances illicites, et genre vraiment beaucoup, parce que c'est leur délire, mais ne faites pas ça vous. Et ils abusent à un tel point qu'à un moment, ils perdent un peu leur lucidité et les esprits commencent à s'échauffer. D'un coup, sans crier gare, la rancœur de Ricky revient, et c'est là qu'il se met à accuser Gary, donc son pote, de l'avoir trahi. Et c'est malheureusement là, dans cette forêt obscure, loin de toute civilisation, que tout dérape. Ricky n'arrive plus à se contrôler et il explose littéralement. D'un coup, il sort un couteau et se jette sur Gary. Sans trop de difficultés, Ricky arrive à l'immobiliser et pose maintenant à son pote une question simple. Est-ce que tu peux me dire que tu aimes Satan? On vous le rappelle dans cette scène, mais les 2 autres potes de Ricky sont également là, à regarder tout ce qui se passe sans rien dire. Et complètement terrifié et paniqué, Gary ne veut pas répondre. Pour lui, c'est clair et net, il ne dira pas qu'il aime Satan. C'est alors face à ce refus que la rage de Ricky explose. Il commence à sauvagement poignarder le pauvre jeune homme
tout en lui hurlant de dire qu'il aime Satan. L'un des deux potes de Ricky qui, à ce moment-là, regarde ce qui se passe bouche bée, racontera plus tard que dans son dernier souffle, Gary aurait dit qu'il aimait sa mère. C'est vraiment complètement tragique. Bref, vous l'aurez compris la commu, c'est une véritable boucherie, c'est vraiment dégueulasse la scène. Et après avoir déchaîné toute sa haine de toutes ses forces en faisant des choses qu'on n'a même pas envie de détailler sincèrement, les trois potes recouvrent le camp de feuilles et partent de la forêt. Et là, au vu de la situation qui est quand même bien critique, on pourrait croire que Ricky va essayer d'être discret, de faire profil bas, mais pas du tout. Le garçon de 17 ans va commencer à se vanter de ses exploits auprès des jeunes de la ville pendant près de 2 semaines. Il commence à faire circuler des rumeurs comme quoi cette nuit-là, il y aurait un corbeau qui l'aurait incité à sacrifier Gary, corbeau qui selon lui n'est nul autre que Satan lui-même. Et au bout d'un moment, des adolescents un peu trop curieux finissent par aller dans les bois pour voir le cadavre par eux-mêmes. C'est quand même ultra lunaire comme situation. Et à partir de ce moment-là, les rumeurs vont de plus en plus vite jusqu'au jour où une femme alerte anonymement la police. Le 4 juillet 1984, les enquêteurs découvrent finalement le corps de Gary en état de décomposition avancée, mais toujours identifiable grâce à ses empreintes digitales notamment. Le lendemain, Ricky Casso et ses complices sont arrêtés alors qu'ils dorment dans une voiture. Et là encore, et c'est fou, Ricky ne cherche pas du tout à nier, il est très fier de lui, il confesse absolument tout, sans montrer le moindre remords. Et pourtant la commu, asseyez-vous bien ou allongez-vous bien, je sais pas vous êtes dans quelle situation, mais il ne sera jamais jugé pour ce crime. Mais c'est peut-être pas pour les raisons que vous pensez, parce que le 7 juillet, soit 2 jours après son arrestation, Ricky va se donner la mort dans sa cellule avec l'aide de ses draps. Il s'en est donc allé sans jamais répondre de ses actes devant un tribunal. Et quant à ses deux potes, ils seront acquittés, l'un par manque de preuves et l'autre parce qu'il aurait témoigné contre les deux autres. Bref, toute cette affaire, vous l'imaginez bien, va traumatiser les États-Unis alors en pleine période de satanique panique. Et une chose est sûre, on les comprend. Bonjour, bonsoir à tous. Mon histoire remonte à environ 2 ans. À l'époque, j'étais en couple avec une fille que je vais appeler Louisa pour préserver son anonymat. Nous étions dans une relation à distance et réussissions à nous voir environ tous les 2 mois. Quand nous nous retrouvions, nous passions plusieurs jours, voire des semaines ensemble. Au bout de quelques mois de relation, un jour, Louisa m'a fait une confidence qui m'a pris de court. Lors d'un appel en FaceTime, elle m'a avoué qu'elle était médium et qu'elle avait la capacité de voir les esprits. Bon, personnellement, étant totalement sceptique sur ce genre de choses, j'ai éclaté de rire et j'ai répondu quelque chose du genre « Ouais, bien sûr, ça doit être ça ». Elle n'a pas insisté, mais cette révélation est restée dans un petit coin de ma tête. Bref, quelques semaines plus tard, je suis allé chez elle. J'ai rencontré ses parents et comme à mon habitude, j'ai passé du temps dans sa chambre. C'était peut-être la 2e ou 3e fois que je venais, mais cette fois-là, un détail a attiré mon attention. Un crochet accroché au plafond. Franchement, je ne l'avais jamais remarqué auparavant. Alors je lui ai demandé ce que ça faisait là. Avec beaucoup de calme, elle m'a répondu « Il y a plusieurs années, une femme s'est pendue ici, dans ma chambre, avec ce crochet. » Puis elle a ajouté, comme si c'était une évidence « Tu ne remarques pas que cet endroit est plus sombre que le reste de la pièce ? C'est parce que l'esprit de cette femme est toujours là. » Je me suis alors tourné vers le coin qu'elle pointait du doigt. Et effectivement, il paraissait plus sombre. Mon esprit rationnel m'a poussé à chercher une explication logique. Je me suis dit que c'était sûrement à cause du meuble devant la fenêtre qui bloquait la lumière. Mais en y réfléchissant, je n'arrivais pas à expliquer pourquoi cet endroit semblait aussi obscur, même en pleine journée. Bref, la journée s'est écoulée tranquillement et le soir est arrivé. Nous nous sommes donc préparés à dormir. Louisa et moi nous avons regardé un film, puis nous nous sommes endormis dans sa chambre. Et en pleine nuit, je me suis réveillé, ce qui m'arrive de temps à autre. Grâce à une faible lueur venant de la rue, je pouvais distinguer les contours de la pièce. Mais alors que mes yeux s'habituaient à l'obscurité, j'ai ressenti une étrange sensation. Mon regard s'est instinctivement dirigé vers ce fameux coin. Contrairement au reste de la chambre qui était faiblement éclairé, cet endroit était plongé dans les ténèbres profondes, comme si la lumière n'y pénétrait pas. Une peur viscérale s'est emparée de moi. Je me sentais observé, comme si une présence invisible pesait sur moi. Mon corps s'est figé. Je ne pouvais ni bouger, ni détourner le regard, piégé dans un mélange de terreur et de fascination. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai réussi à fermer les yeux très fort et à me forcer à penser « Si je ne le vois pas, il ne me voit pas non plus. Rien ne peut m'arriver. » C'était peut-être idiot, mais cela a suffi pour que je m'endorme de nouveau, malgré la peur qui me rongeait.
Le lendemain, j'ai raconté cette expérience à Louisa. Elle s'est contentée de sourire et de dire fièrement « Tu vois, j'avais raison ». Elle m'a ensuite expliqué que ses parents avaient déjà fait venir un prêtre pour purifier la chambre, car selon eux, la pression spectrale, comme elle l'appelait, était particulièrement élevée. En discutant davantage, j'ai découvert que sa famille semblait habituée aux phénomènes paranormaux. Louisa m'a raconté que son père aurait été possédé à un moment donné, au point de devenir violent avec sa mère. Il prétendait aussi voir sur certaines photos de famille le visage de son grand-père décédé. Bon, je ne savais pas trop quoi en penser, car ils avaient tendance à exagérer les choses pour attirer l'attention. Cependant, ce que j'avais ressenti cette nuit-là était bien réel, et je ne pouvais pas l'ignorer. Quelques jours après mon retour chez moi, un autre événement étrange s'est produit. Je dormais dans mon lit en hauteur, un lit une place, accessible uniquement par une petite échelle située à mes pieds. Et cette nuit-là, je me suis réveillé vers 3h10, comme l'indiquait mon réveil de l'autre côté de la pièce. J'avais très chaud, alors j'ai retiré ma couette. À ce moment-là, dans la faible lumière du réveil, j'ai distingué quelque chose sur ma jambe. Une silhouette noire, assez grosse, qui grimpait rapidement vers mon torse. C'était une araignée énorme. J'étais terrifié. Incapable de bouger, j'ai pris une décision étrange. J'ai simplement remis la couette sur mon corps pour la cacher. Et soudain, elle a cessé de bouger. Après quelques minutes de calme, j'ai pris mon téléphone pour éclairer mon lit et vérifier. Et rien. Aucune trace d'une araignée ou de tout autre insecte. Ce phénomène était d'autant plus troublant que je n'avais jamais rien vécu de semblable chez moi, alors que j'habitais dans cette maison depuis des années. J'ai fini par me convaincre que j'avais halluciné, même si Louisa, fidèle à elle-même, affirmait qu'un esprit avait tenté de m'attaquer. Quoi qu'il en soit, depuis cette nuit-là, plus rien d'étrange ne s'est produit, ni chez elle, ni chez moi. Ces expériences, bien qu'angoissantes sur le moment, ne m'ont laissé aucun traumatisme. Au contraire, elles ont réveillé en moi une fascination pour le paranormal. Aujourd'hui, je consomme énormément de contenu lié à ce sujet, notamment sur YouTube avec des créateurs comme JDG ou Feldup, ou Kratos et Joe, bon ça il l'a pas dit mais vous avez compris. Pour ce qui est de Louisa, nous ne sommes plus ensemble pour des raisons qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Mais ce chapitre de ma vie reste gravé dans ma mémoire. Merci d'avoir pris le temps de lire mon récit, j'espère qu'il vous a plu. Bonne journée ou soirée à vous tous. Bon les gars, et les filles d'ailleurs aussi, on vous oublie pas, mais c'est quoi ce misogynisme de ouf? Non mais bref, moi je quitte le studio. Oula bref, vous n'avez absolument rien vu, l'humour c'est pas fait pour moi, je vais tranquillement rester assis. Mais en tout cas, ce que vous vous apprêtez à entendre, c'est vraiment une histoire de ouf, vécue par une femme qui pourrait être vous clairement. Et c'est le récit de Chloé, une étudiante de 21 ans, en galère financière, d'ailleurs force à toutes les personnes qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui va tomber sur un profil Tinder qui paraît presque trop beau pour être vrai. Le mec s'appelle Jack. Bon, faut quand même préciser, il a 45 ans, mais sur les photos, il en fait largement 10 de moins. Honnêtement, c'est le genre de deal qui la rendent super méfiante de base, comme la majorité des gens j'imagine. Mais à ce moment-là, Chloé n'a pas vraiment de meilleure option, alors elle swipe à droite, juste histoire d'en savoir un peu plus. Et là, surprise, c'est un match direct, et Jack l'aborde presque instantanément avec un message plein de sourires et de surnoms clichés qu'elle déteste. Mais bon, 700$, c'est 700$, donc elle fait semblant d'être ok et à l'aise et rentre dans son jeu. Rapidement, Jax commence à lui faire le topo, et même s'il reste assez vague sur son boulot, il propose de lui envoyer les premiers 700$ via Venmo, une application de paiement. Et Chloé est un peu sceptique, mais elle donne quand même son pseudo sur l'appli, se demandant si ce n'est pas une arnaque. Mais la commu, à sa grande surprise, elle reçoit vraiment l'argent. Elle passe quand même un bon moment à fixer l'écran, à rafraîchir la page, se demandant si elle est dans un rêve. Mais non, c'est bien réel. Et en fait, c'est tellement beau pour être vrai que lorsque Jack lui demande au retour de lui rendre quelques petits services, elle commence sérieusement à se poser des questions, notamment sur la nature exacte de ses faveurs. Mais contre toute attente, le premier service est assez simple. Il veut simplement qu'elle aille chercher un paquet, puis le déposer chez lui. Pour ça, Jack lui envoie 2 adresses, une pour récupérer le colis et l'autre étant celle de sa maison, et le tout est fait par texto, après qu'elle ait accepté de lui filer son numéro. Bon, on est d'accord, ça semble quand même un peu trop facile pour le montant proposé, donc Chloé se méfie un peu, mais bon, elle se dit qu'au final, ça ne peut pas être si risqué que ça. Et donc le jour même, sans réfléchir, Chloé se décide à y aller et se retrouve premièrement devant une maison à l'abandon, complètement à l'opposé de tout ce qu'elle imaginait. Et là, tout est super chelou. La maison semble en ruine et un type étrange sort de cette dernière.
Chloé le reconnaît parce que Jack l'avait prévenu, ce mec est censé lui passer le colis, et la transaction est complètement glaciale. Le mec met le colis dans sa voiture, et elle part aussi vite que possible. Bon, de retour en voiture, elle tente de noyer son malaise en mettant la musique à fond, parce que quand même c'est ultra bizarre ce qu'elle est en train de faire, mais rien n'y fait, l'anxiété persiste. En pleine route jusqu'à la maison de Jack, Chloé se demande si ce qu'elle est en train de faire, c'est vraiment une bonne idée, mais finalement elle arrive quand même à la deuxième adresse, et c'est un tout autre décor. La maison est somptueuse et grande, parfaitement entretenue. Chloé entre par la porte d'entrée et après une brève hésitation, la verrouille aussitôt derrière elle. L'intérieur est tout aussi impressionnant, c'est vraiment un lieu qui respire l'argent. Mais Chloé n'est pas là pour visiter, elle pose le paquet sur la table basse du salon, enfin libérée de ce fardeau. Mais juste avant de sortir, elle entend soudainement un téléphone sonner dans un bureau du couloir. Un peu surprise, elle s'y rend et voit que l'écran affiche un Jack. Mais là, petit plot twist, parce qu'on vous prévient, l'histoire est un peu difficile à suivre et vraiment farfelue. Mais faut savoir qu'avant de se rendre dans sa maison, Jack lui avait donné des instructions très claires. Ne pas répondre au téléphone, sauf s'il s'agit de Marvin uniquement. Du coup, un peu paniquée, Chloé quitte la maison sans répondre et en fermant la porte derrière elle. Bref, après cette expérience giga douteuse, les jours passent et Jack continue à lui demander des services bizarres. Au fil de ses missions, Chloé se retrouve à devoir échanger des voitures dans des parkings, livrer des mallettes, et tout ça lui rapporte une somme qu'elle n'aurait jamais pu imaginer toucher en si peu de temps. Pour vous dire, elle gagne en tout environ 3500 $, mais la situation devient de plus en plus étrange et de plus en plus malaisante pour elle. Clairement, Chloé sent qu'elle s'est embarquée dans une aventure très dangereuse. Et un soir, en pleine remise en question, Jack lui propose de passer la nuit dans sa maison en échange de 1000 $ supplémentaires, à condition de respecter une liste de règles très spécifiques. On est d'accord, ça pue un peu, et Chloé d'ailleurs elle-même ne le sent pas du tout, mais finalement, elle se laisse convaincre par la somme. Une fois arrivée sur place, elle découvre la fameuse liste. Et les instructions sont plutôt claires. Premièrement, verrouiller la porte en entrant et ne répondre qu'à Marvin. Jusque-là, c'est ok, vous me direz, mais elle ne doit également pas ouvrir les robinets entre 21h et 23h, ne jamais ouvrir la porte après 22h, et surtout, laisser la télé sur une chaîne toute la nuit. Ok, je vous avais prévenu, c'est quand même très chelou comme histoire, mais ça ne s'arrête pas là, il y a d'autres consignes. Et celle-là, je vous l'avoue, je l'ai encore moins comprise, mais si la porte du placard au fond du couloir est ouverte, alors elle doit dormir dans la bibliothèque. Bref, à ce moment-là, vous êtes perdu, je suis perdu, Chloé est perdue, et comme si ça ne suffisait pas, Jack lui impose une ultime règle en lui disant qu'un jardinier va passer à minuit et que s'il commence à frapper aux fenêtres, elle doit tout simplement se cacher. Toute la situation est tellement chelou, perso je sais pas vous, mais moi je me serais direct cassé d'ici, mais pas Chloé. Parce que même s'il commence à sérieusement regretter d'avoir accepté ce job, elle se dit qu'elle est là maintenant et que tout ira bien tant qu'elle suit les consignes. Bref, elle passe la soirée à scroller sur son téléphone sur le canapé du salon, essayant de pas trop y penser et de se dire que c'est bientôt fini, jusqu'à ce que le plus étrange commence. Vers 22h passées, la sonnette de la porte retentit. Chloé sursaute et elle se souvient immédiatement de la règle de surtout pas ouvrir la porte après 22h, et là tout s'enchaîne rapidement. D'abord, une première voix se fait entendre derrière la porte, prétextant être la police. Chloé, bien sûr, n'y croit pas une seule seconde et est morte de peur, elle ne sait clairement pas quoi faire. Et puis, quelques secondes plus tard, c'est Jack qui prétend être là derrière la porte, mais Chloé sait qu'il a les clés, alors pourquoi sonner si c'est vraiment lui? Bref, la jeune femme reste figée, le cœur battant à fond, incapable de répondre à ces voix qui se succèdent, chacune prétendant être quelqu'un d'autre. Et toute cette mascarade va durer plus d'1 heure, et à ce moment-là, elle sent que quelque chose de grave va lui arriver. Mais finalement, à sa grande surprise, la maison retrouve son calme et Chloé parvient à s'endormir malgré la tension dans son esprit. Le lendemain matin, elle se réveille, soulagée que tout soit terminé, mais à peine sortie du lit, elle entend du bruit venant de la cuisine. Ses muscles se tendent instantanément, Jack n'était pas censé être là. Pourtant, quand elle entre dans la cuisine, c'est bien lui qu'elle trouve devant les fourneaux, en train de préparer des œufs brouillés en totale détente. Le malaise est palpable, surtout que c'est la première fois qu'elle le voit. Mais bon, finalement, Chloé s'assied, mange son petit déjeuner, mais quelque chose cloche malgré le sourire apparent de Jack. Il commence par lui demander comment la nuit s'est passée, et elle lui répond que ça va, qu'elle n'a rien remarqué de particulièrement étrange.
Mais intérieurement, elle refuse un peu de se confier et ne pense qu'à une seule chose, partir le plus vite possible. Du coup, elle fait la classique, elle prétexte un cours à l'université, prend ses affaires et s'en va. Et Jack va tout simplement lui afficher un grand sourire et la raccompagner jusqu'à la porte. Chloé file dans sa voiture, roule le plus vite possible et une fois de retour chez elle, c'est là que tout bascule. La jeune femme tombe tout simplement sur la liste des règles qu'elle avait emportées sans faire exprès. Et alors que toujours sous le choc de la situation, elle relit la fameuse liste, un détail la frappe. Elle a complètement oublié d'allumer la télévision. Soudain, à ce moment même, son téléphone vibre et elle voit que c'est un message de Jack. Tenez-vous bien la commu, il lui dit qu'il est tout simplement à l'étranger et qu'il ne reviendra que la semaine prochaine. Sauf que là, vous l'avez compris, c'est impossible. Elle vient juste de le voir ce matin même. C'est donc la totale confusion dans la tête de Chloé. Du coup, c'était qui cet homme chez lui? Avant qu'elle puisse y réfléchir, un autre message arrive, cette fois d'un numéro inconnu. Et le message, c'est sobrement... T'as oublié quelque chose? Chloé commence à suffoquer parce que avec ça, il y a en pièces jointes des photos de l'homme qui se fait passer pour Jack, debout devant une télévision éteinte. La jeune fille n'arrive plus à respirer, elle est morte de peur et n'arrive vraiment pas à cerner ce Jack. Et finalement, une toute dernière image arrive et c'est une photo de sa propre maison, celle de Chloé, prise depuis l'extérieur. La dernière chose qu'elle lit avant de laisser tomber son téléphone et de couper les ponts pour toujours avec ce fameux Jack, c'est un dernier message aussi simple que glaçant. Fais attention. Et voilà la commu, on espère que vous avez apprécié ces 3 histoires bien flippantes, on vous l'avait dit en intro. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que la première histoire est complètement horrible, elle est atroce vraiment. Et si vous vous posez la question, oui c'est bel et bien une histoire vraie, elle est documentée vraiment. Et pour la deuxième, du coup, on vous avait dit que c'était des événements paranormaux, alors qu'est-ce que vous en pensez? À votre avis, est-ce que c'est tout simplement des paralysies du sommeil, ou alors des genres de terreur nocturne, ou alors est-ce qu'elle a été influencée par Louisa qui elle croit vraiment au paranormal? On attend de savoir ce que vous en pensez en commentaire. Et nous on répondra à tout le monde, donc ça va être super intéressant pour vous comme pour nous. En plus de ça, oui on vous l'a dit en intro, mais si on atteint les 1000 likes, on vous préparera un iceberg de l'horreur bien flippant. On sait que vous kiffez ça, les vidéos bien longues. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vraiment c'est hyper important et c'est le meilleur moyen pour nous de savoir que vous êtes satisfait. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir un petit peu plus sur nous. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre podcast Histoire d'horreur qui est diffusé donc sur Spotify, sur Apple Podcast aussi et sur Amazon Music. Et je crois que c'est tout pour nous pour ce soir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kratos qui est derrière la caméra bien entendu et Joe. Désolé pour ça et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et voilà, c'est une fin de tournage.